Vous allez assister à une projection incroyable. Vous avez vu la qualité quand même de l'écran. Et donc on va pouvoir, nous aussi, nous rendre compte de la beauté de ces projets qui ont été présentés pour ce concours d'idées. Et je cède la parole à Patrick Colombier pour nous présenter voilà, ce concours, quelle en a été la genèse et peut-être les attentes et ma foi, son sentiment général sur la qualité des projets. Voilà. Bon, moi je ne suis que le maître d'œuvre ou d'ouvrage, je ne sais pas, de ce concours. C'est vrai que comme je suis en retraite, c'est facile, hein, j'ai plus de temps que les autres du syndicat de m'occuper de ça. Il faut quand même dire que c'est une aventure qui a débuté fin février sur une idée de Danielle Damon, celle qui a les cheveux rouges et qui est là. Hein. Mais qui n'a plus fait grand-chose après, elle m'a laissé faire, quoi. Bon, voilà. Et donc, disons, depuis le début mars jusqu'à maintenant, il a fallu organiser tout ça. Bon, il est clair que la loi Elan nous a un peu fatigués quand on l'a lu, parce que faire la partie moche à l'architecture et aux architectes, ça nous a paru quand même assez scandaleux. On s'est dit bon, que c'était des gens jeunes qui faisaient des lois maintenant, etc., qu'ils n'avaient pas forcément bien réfléchi, etc. Et puis ils venaient quand même de taper sur les APL, sur la maîtrise d'ouvrage sociale, etc. Donc il fallait qu'ils fassent des cadeaux. Donc un des cadeaux, c'était de dire il n'y a plus besoin d'architectes pour faire du logement social, quoi. En tout cas, plus faire de concours. Parce que la loi de 77, ils ne l'ont pas quand même encore abolie. Donc on s'est lancé là-dedans, mais avec aussi cette idée saugrenue que certains ont entendue déjà ce matin de ma bouche, c'est qu'il faudrait peut-être penser quand même que l'architecture ne peut survivre que s'il y a des jeunes générations d'architectes qui nous suivent. Hein. Donc c'est la survie d'une valeur qui nous a préoccupés beaucoup. Voilà. Comment faire? On y réfléchit beaucoup en ce moment à l'intérieur du syndicat, avec d'autres organisations aussi, comme l'a rappelé notre président chéri, qui est là, Lionel Dunet, ce matin. On réfléchit pour faire des propositions aussi bien au niveau français qu'européen, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de pays européens se plaignent effectivement de la perte des concours ouverts, etc., que ce soit en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Bon. Donc on réfléchit à tout ça, et on a voulu poser donc une question toute bête, le logement en question, avec un S au bout. Qu'est-ce que la jeune architecture est capable de dire sur un sujet aussi vaste, aussi peu précis que cette grande question sur le logement? Donc voilà, on s'est décidé, on a dit on va faire un concours d'idées ouvert, anonyme. Pas question d'audition, de tout ça. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on lance le truc un peu urbi et orbi, y compris non seulement en France, mais en Europe, sous certaines conditions pour les architectes européens qui voulaient répondre. Et on lance ce concours comme ça, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse, quoi? Et effectivement, ça n'a pas tardé. On a eu 360 préinscriptions, 94 inscriptions définitives, mais au bout du compte, on a eu quand même 67 projets qui sont arrivés. Et là, on s'est dit, on va au bout de notre raisonnement et on va constituer un jury sérieux, mi-homme, mi-femme, n'est-ce pas? Bon, et mi-architecte et autre chose. Quand je dis autre chose, c'est pas... Attention, hein, voilà. Journaliste, maître d'ouvrage, etc. Et donc, on l'a lancé, on a été... Et alors, donc, pour que ça marche bien, on a donné à tous ces membres du jury, qui étaient des gens parfaitement intègres, les dossiers de tous les concurrents, pour qu'ils aient le temps de les analyser, parce que, évidemment, 67 projets, c'était 67 réponses différentes, il faut être clair. La question étant tellement large. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça.
Si bien que le jury en question, au bout de 8 heures, après avoir fait des échanges absolument incroyables et positifs et constructifs, a retenu 5 lauréats tels qu'on les avait définis dès le départ. Je ne vais pas être plus long, sauf s'il y a des questions tout à l'heure, mais moi je présente que cette partie organisation, avec cette idée derrière la tête quand même, trouver le moyen de faire autre chose que des MAPA ou des faux concours sur invitation, etc. Et Béatrice a fait un travail d'analyse, puisqu'elle était dans le jury, Béatrice Delay, tout à fait remarquable, je trouve. Et curieusement, au bout de la journée, on est arrivé à sortir 5 projets très différents les uns des autres, mais qui nous interrogeaient à ces titres de différence, justement, et on était enchantés du résultat, quoi, il faut le dire. Donc, comme on me reproche toujours de trop parler, j'essaie de me contrôler de plus en plus, mais c'est difficile, hein, dira le président, oui, c'est pas facile. Je vais passer la parole à Béatrice, qui, je trouve, a fait une analyse qui reflète assez bien l'idée, l'ambiance de ce jury, en espérant qu'un jour, effectivement, on puisse organiser des concours d'idées ouverts, anonymes. Il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres voies pour accéder à la commande des plus jeunes. Mais ce sera très lourd, hein. Il faut qu'on tape sur le ministère des Finances en France pour le Code des marchés publics. Il faudra qu'on finisse de séduire les Européens, etc. Je dirais même l'international au plus haut niveau, l'Union internationale des architectes, qui déconne sec en ce moment sur les problèmes de concours internationaux. Je dis ça parce que, comme je fais partie de la commission des concours de l'UIA pour pas longtemps encore, parce qu'ils vont me virer, voilà, on essaie de s'en sortir comme ça. Et comme on me dit de me taire, je vais passer la parole à Béatrice tout de suite, qui va, j'espère que ça va être bien accompagné des images. Oui, voilà. Oui, il y a Maëlle en coulisses qui va envoyer des images illustrant mon propos, qui consiste en fait à dégager des thèmes récurrents qui revenaient dans plusieurs projets, même si ce n'était pas des familles de projets, mais c'était des idées qu'on retrouvait chez les uns, chez les autres. Donc, déjà, ce que nous disent ces projets, c'est que l'environnement, dans son état actuel, est déjà sérieusement dégradé. Rien que de par le choix des problématiques abordées dans le concours d'idées, la jeune génération d'architectes dresse un constat sévère sur l'héritage peu glorieux du XXe siècle reçu de ses aînés et affiche clairement une volonté de faire autrement. Donc, ils situent le plus souvent leurs projets dans des sites ingrats, des débris de la ville du XXe siècle, aussi peu amènes pour habiter que des friches d'anciens centres commerciaux, des sols stériles de parking, enfin je prends leur terme, des friches industrielles, même des zones inondables. D'autres s'attachent à réhabiliter des lotissements immenses, jusqu'à 1500 maisons, des bars et des tours monstrueuses, à reconvertir en logements des locaux techniques durs, désaffectés en centre-ville, où ils disent qu'il ne nous reste plus qu'à enjamber ou surélever à grands frais du patrimoine historique protégé pour créer des logements. D'autres, plus timorés mais pas moins ambitieux pour autant, prônent un retour au logement traditionnel, ordinaire, de faubourg, ou reconvertissent l'habitat rural tout aussi traditionnel des villages désertés, ou tentent de réveiller un désir d'habiter dans des centres-bourgs en déshérence.
Autrement dit, on a l'impression que construire la ville sur la ville au XXIe siècle revient à donner une seconde vie à des sites dénaturés et à recycler la ville au nom de la transition écologique. Donc cette obligation écologique de ne plus abîmer les espaces naturels se traduit dans plusieurs projets par une réduction à minima de l'impact au sol des bâtiments. Les architectes proposent pour le logement en grande quantité des immeubles de grande hauteur, parfois de très grande hauteur. Donc c'est là qu'il y a les premières illustrations qui apparaissent. C'est bon. C'est bon. Ah non. Si, c'est ça. C'est ça. Merci Maëlle. Même la très grande de hauteur, l'immeuble sur pilotis ou même les tours sur pilotis. Et cette forme d'habitat dense et hors sol, de préférence en pleine nature, idéalement, on a l'impression qu'idéalement, il faudrait que cet habitat soit en lévitation, s'accompagne d'une conception de bâtiments autonomes pour un mode de vie maîtrisé et régulé à l'échelle de l'immeuble ou de l'îlot, au risque de prôner une sorte de repli sur soi ou d'entre-soi. Certains projets qui doivent apparaître là parlent d'autarcie. Voilà. Ces projets de logement conçus pour une vie en vase clos éludent cependant la question du rapport au sol, ça a été évoqué ce matin, et des déplacements, et plus généralement celle des échanges sociaux au-delà de l'unité d'habitation. Et quand elle n'est pas éludée, c'est une réponse onirique ou métaphorique que propose par exemple le projet Loop 2027, qui décline l'idée d'autarcie à l'échelle de la ville, une ville hors sol, comme un vaste tapis roulant flottant au-dessus du sol et entraînant l'habitat et la société dans un mouvement infini à travers l'espace et le temps. Mais d'autres architectes, tout aussi impliqués dans la transition écologique, présentent une approche différente et complémentaire de la précédente, consistant plus à compenser l'impact environnemental du bâtiment plutôt qu'à le limiter. Il s'agit alors de faire en sorte que le logement ou l'immeuble de logement devienne une entité productrice de valeur pour la société. Ainsi, l'immeuble ou le logement devient producteur d'énergie, producteur d'espaces naturels, producteur d'agriculture. Concrètement, la végétalisation des bâtiments est omniprésente. Ça n'est pas que dans ce concours d'ailleurs. Et elle est déclinée de multiples façons et présentée comme porteuse de toutes les vertus sanitaires et environnementales, mais aussi sociétales. Car le logement, ou l'espace de l'habitat, est également organisé comme producteur de liens sociaux à l'échelle de l'immeuble. Il est conçu, les espaces y sont conçus pour pouvoir s'y rencontrer, y travailler et devient donc à ce titre producteur de force de travail. Dès lors, il apparaît pour ces jeunes architectes que l'espace du logement n'est plus perçu comme un simple droit universel, mais qu'ils doivent participer à un système d'échange avec le milieu social vivant, dans une sorte de donnant-donnant, visant à compenser son impact écologique. Et on y voit là l'application au bâtiment d'habitation des principes du biomimétisme, qui est une nouvelle modernité fondée sur la sobriété et l'harmonie avec la nature, et principes préférés à ceux du transhumanisme et de l'immeuble augmenté, vers lequel poussent les normes constructives. Toujours au nom de la transition écologique, qui est quand même omniprésente dans tous les projets, le refus de l'étalement urbain domine largement parmi les projets, avec pour corollaire des préférences pour un habitat collectif, dense si possible, et la remise en cause du logement individuel classique, sans pour autant le réfuter. En effet, de nombreux projets conçoivent l'immeuble collectif comme une multiplication de maisons individuelles,
représenté ou non comme tel, dans lequel il est fait en sorte que chaque logement collectif ne soit pas un appartement, mais dispose des attributs de la maison individuelle, une entrée, un jardin, du voisinage, l'image d'une maison individuelle. Ce qui se traduit formellement, je pense qu'on peut avancer. Je crois qu'il a eu une crise cardiaque. Non. Non, il va très bien, mais Il est derrière toi. Ce qui se traduit formellement par des logements identifiables individuellement, répartis sur des plateaux empilés les uns sur les autres. L'expression, je pense que tu peux passer. Ouais. Voilà, très bien. Et l'expression architecturale a tendance à forcer le trait sur l'aspect accumulatif du collectif, parfois jusqu'à la caricature. Des projets manifestes, plus artistiques qu'architecturaux, montrent des images fortes, assez belles pour certaines, bien qu'en décalage avec le texte qui l'accompagne. C'est le cas de ce projet-là. Il y en a un qu'on a déjà montré, et puis celui-ci, le Baron Perché, qui est aussi de cette veine-là. Autre idée, celle du vivre ensemble à l'échelle d'un immeuble de propriétaires. De nombreuses propositions, souvent partielles, jouent sur l'organisation spatiale du logement ou de l'immeuble, convaincus de l'influence de l'architecture sur le bien-être des habitants et la qualité des relations entre voisins. Et le standard spatial du logement, correspondant au schéma familial traditionnel, est souvent mis à mal au profit d'un nouveau mode d'habiter qui passe par la flexibilité et l'évolutivité de l'espace du logement. Ça a aussi été évoqué ce matin. De nombreux projets déclinent ces deux thèmes sous de multiples formes, plus ou moins crédibles, et le plateau libre modulable apparaît comme la solution à toutes les situations individuelles particulières. Plus nouveau, l'idée de réversibilité des espaces en général et du logement en particulier est un sujet récurrent dans plusieurs projets, qui est une déclinaison intéressante du thème de la polyvalence des espaces déjà anciens. Ainsi, ce projet-là, Apartam, ce projet Apartam des logements modulaires réversibles, renonce à l'accès unique du logement, qui se voit doté de 3 entrées pour un 4 pièces, et module la hauteur sous plafond du logement pour l'ouvrir à d'autres fonctions. Autre proposition concrète, l'invention de nouveaux espaces communs à partager au sein de l'immeuble, une chambre d'appoint pour un hôte de passage, des jardins familiaux, des jardins collectifs sur le toit dans les étages, des espaces de travail. Enfin, ce matin, Sarah nous en a donné aussi d'autres exemples, mais c'est aussi récurrent dans beaucoup de projets. On remarque que ces propositions sont quand même aux antipodes des standards actuels des gestionnaires de logement social, pour lesquels chaque recoin ou délaissé d'espace collectif est proscrit car potentiellement porteur de comportements indésirables de la part des locataires. Ce hiatus s'explique probablement par le fait que ces jeunes architectes s'adressent ici pour la plupart à des habitants propriétaires, aisés et bien intégrés, peut-être des bobos, ouverts à l'expérience d'un nouveau vivre ensemble à l'échelle de l'immeuble, au risque à nouveau de fabriquer de l'entre-soi. À l'opposé, peu de projets traitent du logement social en tant que produit direct des politiques publiques, et ce qu'ils préfèrent appeler logement pour personnes défavorisées, là il y a 2-3 images qui passent, est en fait abordé par le discours sans véritable réponse architecturale et avec pour modèle la colocation du fait de son très faible loyer. Et plus généralement, il ressort que la location de son logement apparaît comme devant n'être qu'une étape dans un parcours résidentiel vers la propriété
étape qui, si elle devait durer, deviendrait alors synonyme de précarité, voire de pauvreté. Et donc là, il y a plusieurs projets qui traitent de l'habitat participatif, que certains appellent même habitat coopératif. Ils visent la co-construction du logement et du bâtiment et agissent dès la conception. Ils visent aussi la cogestion et posent les règles d'un vivre ensemble, d'un rapport spécifique au collectif. Et certains vont jusqu'à prévoir la constitution de sociétés d'autopromotion. L'objectif étant de répondre au mieux aux besoins des habitants, d'optimiser le prix de revient ou d'instaurer un mode de vie en commun, vertueux, écologique à l'échelle de l'immeuble et du quartier. De telles idées sont à rapprocher des coopératives d'habitat qui existent en Suisse depuis longtemps, dont certaines à caractère non spéculatif, soutenues par la puissance publique, mettent en œuvre de nouvelles formes d'habiter de façon exemplaire, avec au centre de leur projet la transition écologique. Parce qu'enfin, s'il n'y avait qu'un message à retenir de ces 67 projets, en effet, ce serait celui de la prise de conscience avérée de la responsabilité de ces jeunes architectes dans la transition écologique à l'œuvre. On constate ici une mobilisation profonde de ces professionnels pour concevoir des logements en complète harmonie avec le milieu vivant, qu'il soit urbain, naturel ou social. Ce qui change le regard porté sur la ville et le paysage, sur l'espace urbain et l'espace naturel. Désormais, l'un ne s'appréhende pas sans l'autre, quelle que soit l'échelle considérée. Plusieurs projets déjà cités l'explicitent, mais d'autres aussi, de façon moins spectaculaire. Il s'agit de toute une série de projets fins et sensibles, plus ou moins aboutis, où transparaît parfois une pointe de nostalgie, qui travaillent sur le désir d'habiter, sur le plaisir et sur le sensible, visant finalement à réconcilier l'homme et la nature, la ville et le paysage. Le projet logement Cohortus, assez original, en est une belle expression. Reste pour ces jeunes architectes à mettre en œuvre toutes ces convictions in situ, à les mettre en architecture, et pour ce, à rencontrer les maîtres d'ouvrage et les citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Béatrice. On va commencer à remettre les différents prix. Alors, je crois que c'est toi, Daniel, qui commence. Tu les appelles? Ou tu l'appelles? Allez. Je ne sais pas. Donne-moi le truc parce que j'ai les mains dans la... Bon, tout d'abord, je dirais je ne vais pas dire la longueur, mais le déroulé très important que tu as fait, ce n'était pas péjoratif du tout, tu imagines, hein, montre bien qu'il y a eu une pluralité de propositions qui ont fait qu'on a eu un débat très très animé pendant toute une journée. Et le règlement de consultation nous a amené à déterminer effectivement 5 prix. Mais on avait également dit dans le règlement de consultation qu'il y avait un premier prix. Et en plus, il était chiffré. Alors, en tant que trésorière, naturellement, je voulais absolument le respecter par éthique et par rapport à ce que l'on avait prévu. Donc, mais la discussion est restée quand même assez forte pour obtenir effectivement le premier prix et les 4 autres prix. On a décidé de faire un premier prix, donc, et 4 deuxièmes prix ex aequo. Donc, moi, je suis chargée du projet L184, donc avec une paternité à Nicolas Matranga, Pachi Gardera et Roméo Sanseo. S'ils sont là, merci de venir.
prenez des micros, s'il vous plaît. Alors, ils ont un projet qui est extrêmement atypique, je dirais, par rapport à ce qu'a expliqué Béatrice. C'est, je pense, plutôt le positionnement de l'architecte, mais je préfère qu'ils s'en expriment eux-mêmes parce que je ne voudrais pas détourner le sujet du projet. Bonjour. En fait, nous, c'est un projet qui fait suite à quasiment 10 ans de réflexion pendant nos études et la suite de notre activité. Sur tout d'abord une condition existante de la ville et aussi en rapport avec nous, notre accès à la commande actuelle, qui est de se dire qu'en fait, il y a beaucoup de situations existantes qui sont chargées de potentialités et comment l'architecte se place, lui, face à cette commande. L'idée, le point de départ de tout ça, c'était de se poser la question de l'accès à la commande, parce que nous, on nous demande de réfléchir au logement, mais on n'est jamais invité pour réfléchir au logement, parce qu'on n'est pas retenu sur les concours. Nous, on est une jeune agence, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, et on n'a pas encore les références pour réfléchir, pour participer à tout ça. Et aussi, ce qu'on se dit, c'est que souvent, en fait, même si on était invité dans des concours avec des promoteurs ou avec des bailleurs, on va se retrouver à dessiner des logements qui sont déjà presque dessinés d'avance. En fait, le logement aujourd'hui, c'est devenu un produit quasiment standard. Et c'est des choses qui ne nous plaisent pas, en fait. On n'a pas envie de s'inscrire là-dedans, on n'a pas envie de faire ça. Et pour nous, ce n'était pas une fatalité, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec la formation qu'on a, la culture... Le désir aussi qu'on a le désir de faire des logements de qualité et la culture qu'on s'est fait en commun toutes ces années d'études, l'idée c'était de se dire qu'avec notre savoir-faire, on est capable en fait de s'inventer des commandes et ne pas attendre que les gens viennent nous chercher en fait. Et c'était un peu l'idée de ce projet-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans la manière de fabriquer la ville aujourd'hui, on s'inscrit plus dans une fabrique de la ville à partir de l'existant et non pas dans des grandes extensions de ville où on construit des centaines de logements d'un coup, dans des quartiers où tout est neuf, tout va vieillir en même temps, tout va périr en même temps. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, les endroits qui sont déjà habités, c'est les endroits les plus désirables, en fait. Et c'est là où tout le monde a envie d'habiter, parce qu'il y a déjà toutes les externalités, tout ce qu'il faut pour que la vie soit intéressante. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que voilà, nous, petit à petit, avec des projets de toute petite échelle, on pourrait arriver à construire le logement 1 par 1, 2 par 2, à repérer en fait toutes les opportunités qui ne sont pas exploitées. Même si un bailleur vient dit j'ai 30 logements à faire, c'est pas 30 logements d'un coup, ça peut être 10 plus 5 plus 5 plus re 5. C'est voilà, de ne pas hésiter à segmenter un peu les commandes et dans ça, il y a aussi une notion d'observation de la ville, de se dire que comme l'existant est là, nous on a un rôle aussi de localiser les choses et de pas forcément aller chercher des échelles macro-lots, etc. Mais de se dire que l'échelle de la ville, elle est aussi dans un périmètre restreint. Et du coup, ce qu'on voulait proposer, c'était des ateliers publics d'architecture. En fait, c'était un lieu. On ne savait pas trop quelle forme ça peut prendre, ni rien, mais on accordait de l'importance au fait que ce soit un lieu. C'est un lieu dans lequel il y aurait toutes les potentialités de projets qui sont situés dans un périmètre très restreint autour de ce lieu, qui seraient exposés, je ne sais pas, sous forme de maquettes, sous forme de dessins, de projets, d'esquisses. Et c'est en fait l'endroit par lequel on commencerait à... Voilà, si on veut habiter dans ce quartier-là, dans cet endroit, c'est ici qu'on vient pour voir un peu les potentialités qui existent ici. On peut peut-être s'associer avec d'autres gens qui ont les mêmes envies pour faire une opération à plusieurs. Un bailleur peut peut-être aussi trouver, il a besoin de faire 30 logements, ou un promoteur il va en faire 100, il va prendre peut-être 5 ou 6 opportunités différentes pour en faire 10 ici, 20 là-bas, 30 là. Et c'est plus dans une question d'échelle et de rapport aussi avec construire avec ce qui existe déjà. Voilà. Et donc il y avait plein de petits exemples là-dessus, mais c'était des illustrations, mais qui n'étaient pas, définitives.
bien, au suivant, comme on dit. Alors, je crois que c'est mon tour. Donc, moi, je suis chargée de remettre le prix au projet L124. Pour l'instant, ça parle à personne. Donc, j'appelle Harold Chavereau et Yoko Uhashi. Alors, juste je vais dire 2 mots, puis je te laisse la parole. Donc, ce que le jury a particulièrement apprécié sur ce projet, on notera dans la forme, il n'y a pas de façade. Hein. C'est une coupe, c'est des plans, on en a parlé ce matin. Donc, toute la richesse de la proposition, elle s'exprime à travers ces moyens graphiques qui nous semblent bien recentrer les problèmes, les questions, et être les plus à même d'exprimer avec une certaine objectivité sans créer de distraction sur la mise en forme, entre guillemets, esthétique du travail de l'architecte. Le texte que vous n'aurez certainement pas le temps de lire, mais je vous le garantis, il est riche et il est très en adéquation avec le contenu des propositions. Donc la proposition, je vais te laisser la décrire, mais elle avait le mérite de répondre à plusieurs thèmes, donc, comme l'a expliqué Béatrice, qui ont traversé les problématiques et la manière dont les 67 candidats ont souhaité répondre. Donc elle en regroupe un certain nombre et je pense qu'elle illustre assez bien les réponses qui peuvent être apportées à ces thématiques. Donc je te laisse le soin de nous expliquer d'abord le travail que vous avez réalisé, et éventuellement aussi de situer, puisque c'est un peu le sujet de la journée d'aujourd'hui, de situer votre pratique aujourd'hui, vos difficultés, la façon dont vous envisagez l'avenir en tant que jeune agence d'architecte. Voilà, merci. Bon, merci. Donc en fait, moi je présente ce projet, mais je n'ai pas travaillé seule. Je travaillais avec mon associé, donc Harold Chavereau, et aussi notre stagiaire Margot Michelak. Et malheureusement, ils ne sont pas pu venir aujourd'hui, mais bon, je présente le projet à leur place aussi. Donc en fait, le sujet global de ce projet que nous avons voulu traiter, c'était comment est-ce que le logement, c'est un plaisir ? Est-ce que d'habiter, ça peut être un plaisir ? Et c'est-à-dire, en fait, pour la plupart des gens, le logement, c'est la conséquence des contraintes ou des conditions. Enfin, en fait, soit c'est la conséquence de conditions de la vie, la condition économique, le moyen financier, etc. Donc, finalement, nous ne sommes pas libres pour choisir un logement ou d'habiter où on veut, de manière d'habiter. Donc, ce que nous souhaitions traiter, c'était, on fait un immeuble, enfin, c'est un peu gigantesque, mais c'est pas la question d'échelle. Ça peut être, je pense que ça peut marcher en petite échelle aussi, et de faire, en fait, chaque habitant il peut approprier leur logement comme ils veulent, et c'est pour ça que nous avons diversifié un peu le profil d'habitants. Et voilà, donc comme en fait elle a dit, il n'y a pas de façade, mais c'est vrai qu'en fait, comment chaque habitant traite leur logement, ça devient la façade de bâtiment. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur votre pratique aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous on est à Lyon, notre agence à Lyon, ça fait 3 ans et demi que nous avons créé notre société, et bien évidemment, comme la plupart des jeunes architectes, c'est pas facile bien sûr, parce que nous travaillons principalement avec la commande publique, donc nous travaillons essentiellement avec les bailleurs sociaux. Donc et comme nous n'avons pas de référence, bien évidemment, et nous avons des expériences professionnelles, mais ça dépend de la maîtrise d'ouvrage, et parfois ils ne prennent pas en compte. Et donc nous sommes associés avec un autre architecte plus expérimenté, et nous arrivons quand même à avoir des certaines commandes. Mais après, la difficulté, ça commence là aussi, parce que ça dépend de la maîtrise d'ouvrage.
parfois, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne laissent pas faire notre proposition du concurrent. C'est-à-dire, après le concurrent, voilà, on vous a choisi, mais vous allez modifier ça. Et comme en fait, les autres jeunes architectes disaient, quand on travaille avec un bailleur social, on reçoit un cahier de charges comme ça, et tout est marqué, et l'épaisseur de la dalle, l'épaisseur de cloison, et le type de revêtement, etc. C'est vrai que ça ne... Comment on peut dire, ça nous désencourage. Ça, c'est vrai. En plus, le PLUE, c'est souvent des contraintes, bien sûr. En fait, notre sujet, notre titre de projet, c'est PLUE plus S, parce que quand on faisait ce concours, on travaillait, on faisait 10 projets de faisabilité, mais c'était pas pour bâtir, en fait, c'était pour valoriser le terrain. Et donc, en fait, on lisait le PLUE de toute la France pour ces 10 projets. Et ça nous a déprimés. Donc, c'était pour ça qu'en fait, c'est moi, en fait, on a eu l'idée de faire un PLUE plus pourquoi le PLUE ne peut pas être plus créatif. Voilà, c'était un peu de notre souhait. C'est à Philippe, je crois. Alors, moi, j'appelle donc pour le projet L207. Je ne vais pas appeler l'auteur, car l'éloignement géographique étant assez conséquent, Madagascar, on a pris la précaution de savoir si cette personne venait ou pas. Elle ne vient pas, vous en doutez, c'est quand même difficile. Donc il s'agit d'un projet qui concerne la Courneuve, la barre Robespierre, cité des 4000, donc un endroit quand même assez ingrat. Et donc Madame Chama Roudablet a proposé une affaire qui recentre l'humain vraiment au centre de sa proposition. Elle a une très forte dose d'empathie. Elle pose d'emblée le rôle social de l'architecte, non seulement au regard de ce qui a été fait par les prédécesseurs, la création de ces espaces, qui sont devenus des relégations, pas seulement de la faute de l'architecte, et qui repose le rôle de l'architecte dans le futur, dans le devenir de ces bars. Donc elle recherche une réhabilitation qui ne soit pas seulement un résultat d'application des normes environnementales, mais qui soit une réhabilitation humainement acceptable, voire faisant envie. Elle a écrit sur le panneau, quand on ne démolit pas seulement des bâtiments ou des espaces, mais un bien commun, un fragment de mémoire collective. Et je pense que la personne qui a proposé cette chose a eu certainement une période d'immersion assez importante dans ce lieu. Alors, il s'agit de réhabilitation lourde, qui propose en partie de conserver les structures et les circulations verticales existantes, de façon à garder un cadre. Elle propose aussi, comme toutes les réhabilitations de grosses barres ou de tours, une dédensification sur le plan formel, mais en même temps en s'adossant à un projet social et culturel, économique, à la fois sur les volets de l'emploi et du recyclage, ainsi que du paysage. Elle dédensifie la barre elle-même et elle redensifie le pied de la barre, afin de préserver et accompagner la revalorisation de la mémoire et de la culture locale. Elle veut reloger les 300 familles habitant Robespierre, soit dans la barre réhabilitée, soit dans les extensions qu'elle propose. Et en fait, son idée n'est pas de construire autre chose à côté, reproduire des petits immeubles, des maisons ou ne sais quoi à côté, mais elle veut créer à la fois un habitat et un paysage. Et donc son idée, d'où le nom recyclerie, c'est de créer une nouvelle topographie en recyclant les terres de déblai des grands projets des chantiers du Grand Paris, notamment de la future gare des 6 routes à la Courneuve. C'est-à-dire qu'avec toutes ces terres de déblai, elle va créer un remblai, un talus, qui va longer la barre. Et c'est ce déchet qui va être valorisé pour proposer à la fois de créer des nouveaux logements, mais aussi des espaces d'autoconstruction. Donc ça, c'est pas très bien expliqué, mais là, bon, je pense que sur un panneau comme ça, vous ne pouvez pas tout dire. Mais en fait, elle propose de façon pas très claire de créer une espèce d'atelier public de recyclage des matériaux, de la démolition des barres, de la dédensification, pour proposer des choses avec un encadrement d'un atelier public, encore une fois,
pour de l'autoconstruction. Il y a donc vraiment un travail sur l'humain, sur le culturel, et puis, bien sûr, avec plein d'inconnus, parce que les structures d'encadrement, de guidage des processus, etc., ne sont pas du tout développées. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Il faudrait inventer des choses. Alors après, sur le plan formel, l'habitat habité, c'est aussi une proposition d'une espèce de passerelle qui donne des accès au pied des circulations de la barre qui sont conservées et qui donne aussi des espaces publics nouveaux qui peuvent desservir des espaces de places de marché, des galeries, des jardins, voire des jardins collectifs, des espaces de repos, voire une pépinière d'entreprise. Et puis, quand elle parle de pépinière d'entreprise, c'est très drôle parce qu'elle parle pour développer les savoir-faire locaux qui sont associés au type d'habitants de ces cités. Et puis les logements eux-mêmes, les logements créés dans la butte, ils sont en fait en dessous de cette passerelle. C'est-à-dire elle utilise la pente, les reliefs nouveaux créés, pour qu'on accède d'un espace public au-dessus, ce qui est contraire à cette barre où on n'accède pas en dessous, sur des logements et en passant par différents sas, semi-publics, publics, privés, etc. Donc c'est assez intéressant. Alors voilà, c'est généreux, c'est tout, c'est généreux, principalement. C'est à moi. Lionel, vous avez grillé la priorité, enfin. J'en ai un. Alors moi, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas du tout faire un exposé comme mes camarades, puisque je ne suis pas architecte, je suis journaliste. Et en fait, plus que journaliste encore, je suis simple citoyenne et peut-être bientôt primo-accédante, j'espère, un logement comme tout le monde. J'habite à Paris. Moi, j'ai animé, j'ai programmé beaucoup d'émissions sur l'architecture. Et donc, en ayant entre les mains comme ça autant de projets, les lignes de force dégagées par Béatrice, moi, je les ai vues. J'ai beaucoup remarqué effectivement cette attention portée aux problématiques environnementales. J'avoue que le terme d'anthropocène qu'a utilisé la lauréate à qui je vais remettre le prix est beaucoup revenu, mais parfois j'avoue que j'étais un petit peu gênée, je vous livre mon sentiment, parce que un peu utilisé à toutes les sauces ou un peu vidé de sa substance. Et en fait, ce projet-là, on l'a trouvé intéressant parce qu'il assumait, je pense, complètement le caractère poétique de la proposition. Ce que je trouve aussi intéressant avec ce projet, que vous n'arrivez pas à voir, alors est-ce que vous avez vous le figurer? Voilà. C'est qu'il fait de l'architecture une expression culturelle. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une référence au caractère occidental de nos modes de vie. Et donc la lauréate qui va nous rejoindre, elle insiste sur peut-être un retour à des pratiques plus ancestrales. Elle déplace un petit peu les enjeux. Et je trouve que ça fait naître beaucoup de questions. Et puis le dessin aussi. Alors, c'est pas de l'architecture pure. Elle m'expliquait tout à l'heure, mais elle va vous le dire mieux que moi, que c'est un outil de réflexion. Et peut-être qu'il y a peut-être moins d'architecture que dans les autres projets, mais ma foi, ça fait naître quelques questions. Et donc, je cède la parole à, bien évidemment, elle a un prénom et un nom super compliqué parce qu'elle est d'origine iranienne. Tu peux peut-être te présenter. Voilà. Je suis Nafissé Moussavian et je fais une thèse. Et je vais te donner mon micro. Ça marche pas. Bon. Je suis Nafissé Moussavian et je suis doctorante en architecture au laboratoire de Gerfo à l'Université de Paris 8 et l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Donc je fais une thèse surtout sur la ville étagée et la question de la coexistence entre les humains et l'humain et la nature. Et ces dessins ainsi, ils sont le résultat d'une sorte de réflexion, de brainstorming sur ces questions-là pour moi, parce que au début, c'était question pour moi quand je parle de la ville étagée, qu'est-ce que je veux dire par la ville étagée, qu'est-ce que je veux dire par la coexistence dans un milieu habité. Donc, pour présenter le projet, je me permets de lire le texte parce que, voilà, comme ça, j'aurai moins de fautes d'orthographe. Habitat pour coexister avec l'humain et avec la nature dans l'ère d'Anthropocène.
Les collines sont toujours plus belles que les constructions de pierre. On mène à la ville une existence artificielle. La plupart des gens ne sentent jamais la terre sous leurs pieds, ne voient pas pousser les plantes autrement qu'en pot. Et leur regard ne se porte pas au-delà des lumières de la ville pour saisir le charme d'un ciel de nuit parsemé d'étoiles. Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le corps de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. L'anthropocène, le biologiste Edward Wilson l'appelle Hémérocène, Age of Loneliness, an age of for and all about our one species alone, with all the rest of life rendered subsidiary. Est-ce qu'il nous reste encore un échappatoire à cet âge de la solitude de l'homme? Peut-on restaurer notre liaison ancestrale avec le vivant, le ciel et la terre? Telle est la proposition principale de l'habitat poreux. D'occuper moins la terre, construire en densité, mais aussi d'intégrer la pluie, la neige, le vent dans l'établissement humain qu'est le logement. L'habitat poreux promet la coexistence et le partage au quotidien entre les êtres humains, mais aussi entre l'humain et l'animal, l'humain et l'arbre, l'humain et la roche. On propose ainsi un remaniement de l'habitat contemporain intense en étagement. On remet en question les notions familières de l'intimité et de la publicité, de spatialité et temporalité, et ensuite introduit la notion de l'espace entre pour le logement. L'espace entre est l'espace qui se situe au beau milieu, au seuil et à la limite des dualités occidentales, ce qui fait la liaison, la séparation ou la superposition entre le monde public et l'intime, entre l'extérieur et l'intérieur, entre la nature et l'artefact. De la sorte, l'habitat poreux est un ensemble vivant des milieux qui s'entrelacent, qui s'entremêlent et se renouvellent continuellement selon les saisons, le temps, les circonstances et les relations et l'envie de ses habitants. Et c'est à Lionel Dunet que revient l'honneur de remettre le premier prix. Donc le premier prix va être remis, j'espère qu'elles sont là, à Manon Guénec-Alain et Perrine Cariou. Merci. Alors, un premier avertissement, le fait que le président du syndicat soit breton, que la vice-présidente soit bretonne, que celui qui a monté le dossier soit de Saint-Malo et que les lauréates soient bretonnes est un pur hasard, je vous le jure. Voilà. Donc, en complément un petit peu de tout ça, parce que c'est, comme le disait Daniel, c'est un panorama de un petit peu c'est pris de toutes les idées qui sont arrivées, pas toutes, mais quand même un panorama des idées. Et là, on a un projet qui est à la fois concret, élégant, situé, ce qui est rare dans tous les autres prix, c'était un petit peu en dehors de tout territoire, et plein de charme et de réalité, et je vous laisse de toute façon en parler. D'abord, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Nous, on est toutes les deux des ADE, donc on travaille en agence, on a rarement l'opportunité de nous exprimer vraiment sur ce qu'on veut profondément faire et les valeurs qu'on revendique. Et donc ce concours, ça a été l'occasion d'aboutir une réflexion qu'on avait déjà entamée durant nos études sur la revitalisation de Centrebourg. On a été amené à travailler sur la commune de Guémené-sur-Scorff, qui est une commune en pleine dévitalisation. Il y a 1100 habitants, ça fait c'est vraiment décroissant depuis une dizaine d'années. Donc voilà, on s'est intéressé à des problématiques de vacances de logement, de vacances de commerce. On a fait nôtre ces problématiques. Et donc voilà, on s'est posé la question de comment créer du logement dans une commune qui ne possède pas de terres agricoles à lotir, mais qui, en revanche, a du foncier bâti, vacant, donc de la ressource déjà bâtie qu'on puisse s'approprier.
c'est vrai que la problématique de la désertification des centres-bourgs, on a décidé de le contextualiser par une commune qu'on connaissait. Voilà, comme disait Manon, on a rencontré le maire et tout ça. Mais c'est une problématique qui est nationale. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler du logement dans son contexte urbain, dans son contexte de ville. Et on est convaincu que finalement, le contexte rural est tout aussi important et il mérite tout autant d'attention. Et en fait, voilà, on a voulu proposer un projet qui est très simple, qui est juste aujourd'hui une alternative concrète au développement pavillonnaire. Qu'est-ce que cherchent les gens dans le pavillonnaire et être capable de leur amener cette réponse en centre-bourg. Donc c'est un projet qui réhabilite un ancien hôtel qui était entièrement abandonné depuis 2 ans. En appartements accessibles, habitables et des maisons pavillonnaires en fond de parcelle pour utiliser également du foncier vacant. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, mais on a essayé de répondre en tout cas très concrètement à une demande nécessaire. J'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Voilà. Peut-être demander à tous les lauréats de revenir sur scène, non? Comme ça, on va... Bah oui, venez, on va faire une photo et après, on va vous poser des questions quand même. On va développer tout ça. Et s'il y a des... Alors, je vais vous confier quelque chose. Nos chers amis du syndicat n'ont qu'une envie, c'est d'entendre les jeunes. Alors, si jeunes il y a dans la salle, même si vous n'avez pas reçu de prix, mais que vous avez une pratique quotidienne de l'architecture, moi je vous invite à monter sur scène, parce qu'on pourrait en parler en fait. Voilà, il n'y a pas de souci à prendre un micro et juste à nous expliquer un petit peu ce que vous vivez au quotidien. Ils ont envie de comprendre un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui. Ils n'ont pas connu la même époque que vous. Ils ont une expérience qui les installe dans la profession, mais ce serait pas mal d'avoir des regards de jeunes, comme on dit. Allez, venez. Les vieux prennent toute la place, c'est bien connu, c'est bien connu. Voilà, ils veulent pas lâcher les postes. Venez. Et le président, venez, président. Oh, si. Bon, déjà, moi, je vous félicite, à titre très personnel. Oh, il y a une chaise vide, alors celui qui voudra passer sur scène pourra. Petit tour de table, vous avez reçu comment cette proposition? Parce que le logement en question, moi, quand j'ai su qu'il lançait ce concours d'idées, je me dis, même quand on est architecte, c'est quand même pas facile. C'est quoi la première réaction quand on se dit, tiens, on va penser le logement? Il faut qu'il y en ait un qui prenne le micro. Voilà, un courageux, parfait. Ça a été de se dire, enfin, on nous demande de réagir à quelque chose quand même fondamental pour notre métier. C'est un truc, quand on commence, on se dit j'ai envie de faire du logement. Enfin, je sais pas, vous sortez de l'école. Déjà à l'école, est-ce que le logement c'est un axe d'enseignement? C'est souvent les projets les plus emblématiques dans nos études, c'est souvent du logement, quoi. C'est pas un dojo ou l'école. Qui est pourtant très intéressant. Mais... Ouais, c'est les principaux projets que vous avez à l'école. C'est du logement collectif, du logement individuel, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de logement collectif. Et on se disait à chaque fois, en fait, les architectes en France, il n'y a pas cette culture architecturale qui fait que vous êtes appelé par un particulier pour faire une maison. Vous prenez votre pied plutôt quand vous êtes à l'école ou vous sortez de l'école, plutôt sur du logement collectif ou de l'habitat individuel. C'est quoi les enjeux, en fait, pour vous quand vous vous saisissez de ça? Quand on sort de l'école, les premières commandes, en tout cas, c'est que des commandes de particuliers, donc c'est pour du logement individuel, que ce soit des appartements, des extensions de maisons, des choses comme ça. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on fait beaucoup de commandes comme ça. On commence à accéder à des commandes publiques, à des commandes d'autre échelle, mais parce qu'on s'associe avec d'autres architectes. Mais la question du logement individuel, c'est les premières qu'on se pose en sortant de l'école, parce qu'on nous fait confiance que là-dessus, en fait, au départ. Et est-ce qu'on est surpris, je sais pas, quand on se confronte à la réalité, entre ce qu'on a pensé sur une maquette à l'école et les demandes des habitants par rapport aux usages actuels? Est-ce que vous avez eu l'impression que ce qu'on vous avait enseigné à l'école, c'était facilement applicable dans la réalité?
Je pose des questions, j'ai pas retenu tous les prénoms, donc allez-y, passez-vous le micro. Cette échelle-là, en tout cas, on nous l'apprend pas du tout à l'école, en fait. On l'aborde un peu en première année, mais après, on nous apprend à construire des projets urbains immenses, etc. Et puis quand on commence une agence, en fait, on fait des appartements, quoi, ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas à Paris. Donc, on peut le voir de la même manière, mais c'est pour ça que nous aussi, la proposition qu'on a faite aussi, elle était très dézoomée. C'est parce qu'à un moment donné, pour continuer à croire à ce qu'on fait aussi, on a besoin de comprendre à quoi on participe, quoi. C'est-à-dire que ces logements qu'on fait, ces extensions, ces appartements, nos premières commandes, elles participent à des dynamiques en fait qui sont plus importantes. Et ça nous permet de se rattacher à ça parce que c'est là-dedans qu'on a été formé à penser à une autre échelle en fait. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, que ce soit l'année dernière, parce qu'il y avait aussi des jeunes architectes qui venaient de tous les pays européens, c'est surtout de la modestie en fait. Je trouve que dans vos approches, vous êtes tous en train de nous dire on aimerait bien. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément envie de ça, mais voilà, on y va petit à petit. On va sur des petits projets. Est-ce que c'est votre cas aussi? Vous êtes en agence, c'est ça, toutes les deux? On fait quoi en fait quand on est dans une... Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune architecte et qu'on commence? Du coup, pour mon cas, je travaille dans une agence sur Rouen et on fait du marché public en milieu rural. Donc c'est une problématique qui me guide un peu. Mais on fait vraiment de tout et on se préoccupe beaucoup de justement cette relation avec les maîtres d'ouvrage dans le milieu local, dans un milieu local et un contexte rural. Et j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, moi je suis chargée de faire un kiosque à musique. Donc c'est des tout petits projets, mais qui sont tout aussi importants. Donc c'est pas forcément l'échelle du projet qui est importante, c'est aussi le lien qu'on crée, c'est donner l'opportunité au maire de développer un projet et d'être vraiment acteur du développement de sa commune en fait. Et toi, tu maîtrises le projet de A à Z, c'est-à-dire que tu vas les consulter, tu suis la réalisation du projet, ou tu es à un instant T de tout le processus. Et est-ce que tu as une vision globale de ce que peut être un projet d'architecture? Oui, au fur et à mesure qu'on travaille en agence, je pense qu'on a une vision globale. Effectivement, on est souvent, je pense, tous au début amenés à participer à des étapes de projet et ensuite quelqu'un d'autre prend la relève. Sur ce projet-là, en l'occurrence, c'est l'opportunité pour moi de suivre un projet de A à Z, mais d'une manière générale, on arrive à faire des bouts de projet un peu partout et ensuite de comprendre. Enfin, je pense que je parle comme ça, mais... Alors tout à l'heure, il y avait Sarah Fruy, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, mais moi je sais quand je lui ai posé la question du concours, parce que c'est quand même une question récurrente, elle me dit moi le concours, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en tout cas aujourd'hui je préfère faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, faire du conseil, essayer de comprendre comment fonctionne dans les faits tout le processus de construction. Est-ce que le concours pour vous ça reste quand même à la fois votre gagne-pain, je sais pas, est-ce que c'est grâce à ça qu'on mange in fine, et comment en fait quand on commence et qu'on n'est pas salarié par une agence d'architecture, je sais pas s'il y a le cas de gens qui se sont lancés en indépendant, ouais. Ça se compose. Enfin, comment vous trouvez un équilibre économique aujourd'hui avec la difficulté qu'on a décrite tout au long de la journée? On est en permanence en train de prendre des risques. C'est-à-dire que ça peut nous arriver d'être appelé sur des concours où il n'y a pas de rémunération, par exemple. Mais on se dit, on y va, on va voir. Peut-être ça mènera à autre chose, etc. etc. Des fois c'est payant, des fois ça l'est pas. Après, pour nous, le concours, c'est plus quelque chose théorique qu'on prend pour remettre en question un peu, nous, notre pratique, la proposition qu'on va avoir sur la ville, sur la production architecturale. Mais je pense que c'est fondamental. Enfin, ça permet à l'architecte de se remettre en question, de toujours chercher, créer. Sinon ça stagne, en fait. Là, je pense que la réflexion stagne. Après, il y a peut-être d'autres formes de réflexion, mais... C'est des moments de réflexion qui sont tellement courts et intenses, souvent, qu'on arrive à sortir des choses qu'on sort pas d'habitude en fait. Ouais. Et il y a une place dans la production qu'on fait quand on est appelé sur des concours. Il y a une place un peu d'imprévu, de choses, on se surprend, on arrive à faire des choses un peu différentes. Là, on savait pas du tout qu'on allait faire ça en commençant. Et c'est ça qui est bien en fait dans ces phases-là.
Ouais, parce que le concours, moi je découvre aussi le fonctionnement, c'est-à-dire vous postulez, vous avez quoi, un mois pour pondre un projet Ça ou... dépend, ouais, ça dépend. 8 semaines sur un truc, il y a des concours de logement qu'on fait en 3 semaines, mais c'est infaisable en fait. Sinon après il y en a d'autres qui étaient plus longs, mais enfin on a une petite expérience hein, parce qu'on est retenu sur certains trucs, mais très peu quoi. Enfin on n'est pas du pro du concours quoi. Et alors, je vais reprendre notre candidate qui s'est... Alors, j'arrive pas... Yuko, c'est ça? Yuko, pardon. Toi, tu disais tout à l'heure que ton agence s'était associée à une agence plus grosse. Est-ce que ça... Plus expérimentée. Plus expérimentée. Ça fait 10 ans qu'ils ont créé leur société, donc 10 ans de référence, bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, eux, ils peuvent être retenus plus facilement que nous, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que nous, on a monté, ça fait 3 ans et demi. Et première année, on a participé à beaucoup de concours ouverts, comme celle-ci. Et celui-ci. Et après, deuxième année, donc on a commencé à s'associer avec cet architecte. Ils sont à Annecy. Donc en fait, localement, on n'est pas dans le même secteur, mais en fait, on a été retenu première candidature quand on a été fait ensemble. Nous avons fait ensemble, donc c'était la chance et nous avons perdu. Mais deuxième concours, nous avons gagné. Et donc en fait, c'était peut-être un coup de chance qui fonctionnait bien aussi. Mais après, le concours ou pas, ça dépend vraiment de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire, nous travaillons principalement avec les bailleurs sociaux. Et parfois, très étonnamment, c'est le maîtrise d'ouvrage qui prend la place d'architecte, c'est-à-dire en fait il dit en fait on fait pas comme ça, et ça en fait nous questionnons beaucoup et alors qu'est-ce que c'est notre métier? Si on n'a pas le droit de décider et de raisonner de toutes les techniques qu'on utilise, et c'est vrai que je dis pas son nom, mais c'est vrai que parfois, moi j'ai envie d'envoyer la lettre à quelque part pour dénoncer. Mais après, en fait, il y a d'autres difficultés donc on fait beaucoup de logements collectifs avec les bailleurs sociaux. Donc nous avons combien? 4 projets en ce moment. Et après, voilà, nous avons gagné un projet avec, c'était pas un concours, mais le procédure adaptée, c'est-à-dire nous avons été sélectionnés 3 candidats de première phase. Après, nous avons fait la note méthodologie. Et ça, je pense que cette procédure, ça fonctionne assez bien aussi, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais déjà, en fait, on peut montrer notre intention, qu'est-ce que, avec le programme et le site, qu'est-ce que nous avons en premier l'intention de faire. Donc, comme je pense que la personne qui était chargée de projet, il était curieux, donc ils nous ont sélectionnés et on était très contents. Et sauf en fait, on a déposé le permis cette année et il y a 2 recours de mitoyens. Donc, en fait, le projet est en arrêt. Et donc, en fait, c'est vraiment... en fait, moi, je suis japonaise, mais ça fait 15 ans que je suis en France. Et en France, quel point compliqué d'aboutir un projet. Mais c'est vrai que la procédure, c'est, je veux dire, extrêmement lent. On applaudit le carcan administratif et technique, bravo. Non, mais alors, moi, une question, j'ai l'impression que Lionel veut intervenir, mais un truc très bête, une espèce de cliché comme ça, mais en fait qui est défait en permanence quand on va dans le détail, mais souvent on entend dire que en matière de logement social notamment, on l'a encore entendu tout à l'heure, je crois, c'est que les bailleurs sociaux sont peut-être plus enclins à l'expérimentation que les promoteurs. J'ai pas l'impression que c'est l'expérience que tu as pu vivre. Est-ce que tu as un point de comparaison? Tu as travaillé avec les deux, au privé, public? Comment tu vois les choses? Peut-être à Paris, oui. Enfin, je sais pas. Mais en fait, avant, on travaillait à Paris. Et maintenant, on fait des projets plutôt dans le milieu... comment dire? C'est pas urbanisé, c'est dans... Rural, voilà, dans le milieu rural. Donc en fait, les conditions ne sont pas du tout pareilles. En fait, souvent, on est imposé de faire toiture en pente, donc on ne peut pas faire des toitures en terrasse. Et ça change déjà. Et je pense aussi, ils ont tellement peur de dépasser le budget aussi.
Et ils ont peur de problématiques. Donc, en fait, c'était quelque chose. En fait, par exemple, nous avons proposé un détail de toiture, et c'est le maîtrise d'ouvrage qui dit non, ça va couler. Donc, en fait, on fait pas comme ça, on fait pas le toit comme ça. Donc, en fait, déjà, ils ont un type modèle de bâtiment qu'il sait maintenir, il sait entretenir. Donc, je pense qu'ils ont peur de sortir de type de modèle qu'ils ont déjà vécu. Oui, donc la question était un petit peu sur le logement social comme espace d'expérimentation. J'ai peur que ce soit de moins en moins vrai. Et de l'autre côté, le logement privé, où aujourd'hui on est capable de dire, il faut faire un logement vendable, c'est-à-dire à un investisseur qui fasse 110 000 euros ou 120 000 euros, c'est-à-dire avoir des logements typés et où on ne pose pas de questions. Non, je voulais plutôt vous questionner sur cette notion de concours ouvert qui est rarissime en France, puisque c'est la première fois depuis des années qu'il y a un concours ouvert de lancer. Et si vous avez répondu, si en plus vous êtes lauréat, c'est donc vous avez eu le talent, la curiosité de répondre et le talent de bien répondre. Mais quel a été votre... D'abord, comment vous l'avez su? Comment vous avez été motivé sur cette réponse? Et pourquoi vous avez été motivé chacun à répondre sur quelque chose d'aussi ouvert et de si atypique dans notre milieu? Moi, je l'ai appris à travers l'école dont je viens, donc l'école d'architecture de Bretagne. Et ça a tout de suite fait écho à cette problématique de revitalisation de centre-bourg, de désertification de centre-bourg. Et je savais qu'on avait une affinité de travail avec Perrine, et c'était l'occasion, dès qu'on est sorti de l'école, on a eu l'envie de, même bien qu'étant chacune en train de travailler dans des agences différentes, on avait l'envie de créer par nous-mêmes, de se lancer d'une certaine façon. À travers des concours, c'est aussi une opportunité pour commencer à se positionner sur ces questions. Et donc voilà, le type de réponse qu'on voulait apporter à ce concours a été assez évident. On a su tout de suite de quelle façon. C'est l'école? C'est par l'école que vous avez été au courant ou... Oui, en fait, il y avait une intervention de Laurence Collard sur la loi Elan. Et elle nous avait parlé de ce concours qui allait être ouvert à ce moment-là. Elle parle bien. Les autres? Moi, je sais pas, je pense que je suis tombée un peu par hasard sur l'annonce de concours sur le site de Paris-La Villette. Et puis, comme moi, je fais une thèse et j'essaye de le faire un peu par la méthode de recherche par projet qui n'est pas très évident dans le milieu universitaire de France. Du coup, je trouve toujours d'autres milieux que milieu scientifique pour présenter une partie de ma recherche. Et cette concours aussi, comme c'était ouvert, ça me permet, il n'y avait pas de contraintes de faisabilité, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça me fait une sorte de liaison entre le milieu pratique et le milieu scientifique. Et ça peut m'aider un peu dans ce parcours-là. Nous, c'était un moment où on changeait de local. Dans une poubelle. Non, mais en fait, c'était plus un moment où on se disait qu'il fallait un peu qu'on lève la tête de la production dans laquelle on était, et qu'il fallait prendre un peu de distance avec ce qu'on était en train de faire. Et du coup, on a recherché plusieurs types de concours. Et on est tombé sur celui-là. On s'est dit que si c'était amené par le syndicat d'architecture, c'est qu'il y avait quand même un intérêt, un enjeu, et que ça allait être observé avec une certaine sensibilité. Donc du coup, on s'est lancé là-dessus, et ça nous a fait le plus grand bien. Alors en fait, c'était mon associé qui a trouvé ce concours, donc je ne sais pas comment il a trouvé. Mais par contre, en fait, nous participons souvent, si ça nous permet, avec l'emploi de temps, avec notre travail, en fait, un concours ouvert, c'est que, on consulte souvent le site qui affiche beaucoup de concours ouverts, et ça nous apporte
beaucoup de choses. Finalement, en fait, première année que nous avons créé la société, nous avons participé beaucoup de concours comme ça. Et c'était là que c'est vrai qu'on pouvait un peu approfondir notre thème, enfin, de thématique qu'on aimerait chercher un peu plus. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une occasion que nous pouvons essayer ce que nous ne pouvons pas faire, malheureusement, avec en réalité. Voilà, c'était un peu. Donc, en fait, je pense que nous allons continuer comme ça. C'est vrai qu'en fait, il y a un peu de décalage, en fait, le projet qu'on peut faire en réalité avec beaucoup de contraintes. Et le concours ouvert, qu'on peut vraiment livre et on peut s'exprimer en tant qu'on veut. Mais en fait, c'est plus important, en tout cas pour nous. Ouais. Je trouve que ce qui est très frappant dans les différents projets, et ce qu'on a pu entendre l'année dernière ou cette année chez les jeunes architectes, c'est la dimension urbanistique. Je trouve que vous pensez vachement l'architecture prise dans un environnement, dans la fabrique de la ville, sur les problématiques d'étalement urbain ou de redensification des centres-bourgs. Est-ce que, par quoi vous vous nourrissez? Est-ce que vous avez aussi une réflexion, soit dans vos études ou même maintenant? Est-ce que vous prenez, est-ce que mon sentiment est juste? Est-ce que la dimension urbanistique, elle est partie, vous la prenez complètement en compte dans les projets que vous pouvez réaliser? C'est une fausse question en fait, c'est une question fermée. Mais vous pouvez dire non. C'est une très mauvaise question de journaliste, mais c'est pas grave, ils vont y répondre. Nous, dans notre cas, je pense que si on a proposé un projet aussi contextualisé, c'était parce que c'était plus facile. Enfin, on ne sait pas forcément faire à partir de rien. C'est vraiment vaste. Et là, il y a des murs qui sont déjà construits sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a une histoire. On avait étudié la morphogénèse de la ville. On a été sur un parcellaire très laniéré. Donc, en allant étudier comment ça soit l'histoire, une étude un peu socio-économique très rapide, mais qui puisse nous donner une idée un peu de sur quel site on intervient, ça nous donne déjà pas mal de réponses pour engager un projet. Je pense aussi maintenant qu'on est tous d'accord pour dire que les projets durables sont les projets inscrits dans leur contexte. C'est plus possible de construire de l'abstrait, des bâtiments catalogues. Je pense que ça, on est une génération à être tous conscients de ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une réaction aussi, nous en tout cas, vis-à-vis de tout ce qui est produit aujourd'hui en logement, quoi. Ça donne pas envie en fait. Qui a envie d'habiter dans les bâtiments qu'on dessine, quoi. Souvent c'est décontextualisé. Là, on est passé en arrivant à Rennes. Là, on est passé. Il y a quelques opérations. On pourrait voir les mêmes partout ailleurs. En fait, c'est vraiment hyper standard. C'est les mêmes plans, c'est les mêmes choses, et ça donne pas du tout envie de faire ça en fait et d'y participer. Et entre, Paris. Parce qu'en fait, on pose la problématique du logement, mais elle se pose complètement différemment à Paris ou de fait dans des zones plus retirées. Qu'est-ce qui peut-être vous donne le plus de liberté? Est-ce que c'est d'intervenir la ville sur la ville et penser différemment une grosse métropole, ou d'aller dans les petits villages là où au quotidien vous avez peut-être plus de marge de manœuvre? C'est où? Je sais pas. Nous, on travaille entre Paris et le Pays Basque, donc on a vraiment deux contextes aussi très différents qu'on aborde. Mais c'est vrai qu'à Paris, ce qui est bien, c'est qu'il y a une présence en fait de l'existant, quoi, des choses qui sont déjà préexistantes. C'est beaucoup plus contraint. On se doit d'être dans des finesses en fait pour régler l'architecture, pour régler par rapport au PLU, par rapport à tout ça. On se doit d'être dans une échelle de regard en fait qui est très ciblée. Et c'est hyper stimulant en fait, parce que c'est là qu'on crée du particulier, c'est là qu'on crée du spécifique, et qu'on fait que ça ressemble à rien d'autre en fait, qu'à juste ce qui doit se passer à cet endroit, à ce moment-là. Et après, c'est vrai qu'on a eu des projets sur lesquels on a dû travailler sur des terrains où il n'y avait pas grand-chose. C'est un peu plus difficile en fait. Nous, en tout cas, c'est des projets qui nous plaisent un peu moins, quoi. On a besoin d'essayer de se trouver les contraintes, de regarder ce qu'il y a déjà, de voir en fait ce sur quoi on va intervenir et sur quoi va porter la transformation. C'est plus simple en fait, je trouve, de travailler avec. Je voulais répondre justement à la question, parce que je trouve qu'ils ont très bien répondu. C'est-à-dire que la question vient de quelqu'un qui n'est pas architecte, qui a ce mythe de la liberté.
J'aime la liberté, je suis une non, libérale. mais la liberté en architecture, c'est savoir répondre à un contexte, à une fonction, à une esthétique aussi. Non, mais la contrainte, elle existe toujours. Mais ça dépend de quelle nature. Je veux dire que le mythe de la liberté pour l'architecte, c'est comme il le répond, comme il le dit, c'est répondre à un projet. Et cette liberté, elle est relative, puisqu'on a un objet très concret qui est avoir un bâtiment qui fonctionne parfaitement et qui répond. Donc la liberté est un mythe. Bien sûr, on en a besoin à un moment donné où on se heurte à des maîtres d'ouvrage qui refusent ce qu'on a fait. Mais si tu veux, ce que je veux exprimer, c'est que la liberté est une fausse idée pour l'architecture, parce qu'on est un art totalement concret, totalement ancré dans le projet et dans la fonctionnalité et dans même l'économie. Hein, moi, je remplacerais juste le mot liberté par plaisir, en fait, presque. Oui, voilà, exactement. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et d'où l'intérêt du concours ouvert. C'est-à-dire que j'ai bien aimé quand ils ont dit, ben voilà, c'est le concours, qu'il soit ouvert ou pas ouvert, c'est une dynamisation de la création. Et c'est vrai que c'est casse-pied les concours parce qu'on les perd quand on en perd. Mais pourquoi on est plus dynamique quand on fait un concours? Si demain on dit, ben on va faire 30 logements, on va peut-être pas avoir la même attitude, encore que j'espère que si, mais peut-être pas sûr si c'est un concours ou si c'est une commande directe. Donc le concours a vraiment une magie de dynamiser la conception et de nous dynamiser, je crois. Oui. Et si je peux ajouter, je pense que dans cette optique de réponse à des commandes très ciblées, il y a peut-être un temps qu'on ne prend pas assez, c'est celui de l'observation. Et c'est pour ça que je porte un intérêt sur cette idée des ateliers publics. Parce que finalement, en fait, on cherche à apporter des réponses peut-être trop vite sur des diagnostics qui sont souvent très figés et sur des projets qui mettent du temps à sortir et auxquels on ne laisse pas forcément la possibilité de réévaluer les diagnostics ou ce qu'on a pu observer à un moment donné dans le temps. Et je trouve que cette question du facteur temps est une question qu'on ne prend pas assez en compte. Et le fait d'avoir cette échelle locale et cette veille en fait, sur les territoires et ce qui évolue est importante. Ah non, j'allais rebondir sur la question du territoire qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Moi, ça m'a particulièrement marqué l'idée que finalement, comme tout va très très vite aujourd'hui en architecture, est-ce que vous privilégiez l'aspect local ou la réalité économique de la profession fait que vous êtes obligé d'aller chercher au-delà du territoire, au-delà de votre territoire d'implantation, des projets. Alors je sais, vous êtes très jeune, vous n'êtes pas encore peut-être face à ça, mais en tout cas, dans l'idéal, ce serait quoi? Ce serait travailler d'un point de vue micro ou d'un point de vue local. Voilà, c'est pas grave d'une certaine manière. Votre expertise, vous pouvez l'emmener partout et vous n'êtes pas obligé de connaître la réalité régionale, territoriale. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, répondre localement, c'est ce qui fait l'intérêt des projets. Et pour mon cas, par exemple, mon agence a décidé de travailler sur des chantiers qui ne seraient pas à plus d'1 heure, voire 1h30 de l'agence, pour pouvoir y aller, pour pouvoir s'y rendre, pour être là et pas faire comme les agences parisiennes qui répondent à Marseille et qui y vont jamais. Et après, je pense que c'est des choix aussi. Donc ça veut dire aussi répondre dans des territoires où il y a peut-être moins d'appels d'offres, donc avoir moins de projets, avoir une échelle d'agence qui est plus petite. Et je pense que ça dépend beaucoup de l'ambition de l'agence qu'il y a derrière. Mais effectivement, je pense que c'est complètement nécessaire de savoir où on intervient. En fait, on peut plus. C'est comme les bâtiments catalogues. C'est plus possible de balancer un projet à l'autre bout de la France sans avoir aucune idée de ce qui s'y passe, de qui y vit. Voilà. Thierry Soquet, tout à l'heure. Il est là, Thierry Soquet? Il est parti. Non, il est là. Il m'expliquait que lui, de fait... je vais parler en votre nom, mais c'est nul. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou quelque chose? Vous venez sur scène? Vous nous rejoignez ou pas? Venez, Thierry, venez. Ouais, vous m'expliquiez que vous aviez aussi la méthode Google. Bon, alors c'est quoi cette méthode Google? Oui, c'est-à-dire que le concours, quand il se passe à 200, 250 ou 300 km, la méthode Google, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on ne travaille qu'à partir des vues 3D qu'on chope sur Google ou autres logiciels de map.
Et puis malheureusement, il y a une personne de l'agence qui va à la réunion de concours, et puis après personne n'y va plus, quoi. Et pourtant, vous travaillez aussi la filière bois locale, donc les deux sont compatibles. Alors, ça, c'est parce que la filière bois locale, on n'arrive pas à la développer localement. Hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on la développe peu. Hein, donc, on va y arriver. Ouais. Mais on est bien obligé de s'exporter pour pouvoir travailler sur des projets, puisque on est une agence qui travaille sur des projets plus importants que les concours, donc on est obligé de s'exporter. Moi, je voulais quand même avoir votre regard sur le projet plus PLU plus S, parce que vous m'avez parlé, je ne sais pas si vous pouvez en parler, on peut dévoiler ça ou pas? Non? Ouais? Ouais. Non, sur l'idée de plateau et d'habitat modulable. Est-ce que ces projets que vous avez regardés? C'est assez intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de thématiques qu'on essaye de développer à l'agence. Nous, on ne faisait pas de logement, on commence à faire du logement alors qu'on n'est pas une jeune agence. Et on n'a jamais fait de logement parce qu'on ne voulait pas répondre à cette demande stéréotypée du promoteur ou du maître d'ouvrage bailleur social, parce que ça ne nous intéressait tout simplement pas. Et donc aujourd'hui, la commande des marchés publics en concours s'est raréfiée, et donc on a été consulté aussi pour travailler. Donc on a une approche différente et on développe, notamment sur le projet Horizon Bois, on développe en effet des plateaux libres. C'est un système poteau-plancher, c'est même pas poteau-poutre-plancher, de façon à libérer maximum l'espace, de façon à ce qu'on vend. Alors je dirais qu'il y a le boucher qui vous vend au kilo dans son morceau, vous voulez 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. L'idée, c'est que les gens ne se positionnent pas sur un T2 de 41 mètres carrés, un T3 de 60 mètres carrés, mais j'aimerais avoir autant de surface et on composerait le logement à la demande. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions? Voilà. Comme toujours. Non, je rebondis sur la dernière remarque, là, justement, le logement sur mesure. Alors, ce sera pour le prochain Grands Entretiens. Je vous invite à aller sur le site de la start-up. Déjà, ce mot m'énerve un petit peu quand vous allez comprendre de quoi je vais vous parler. D'une société qui s'appelle Habix, H-A-B-X. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de cette start-up qui, en tant que telle, est assez récente? C'est des anciens de Bouygues qui ont trouvé une méthode géniale pour se positionner sur la production du logement et qui viennent piétiner, mais alors allègrement, les plates-bandes des architectes en vendant à des promoteurs privés essentiellement, mais des promoteurs institutionnels, les plus grands, la commercialisation de leur logement, mais avec une valeur ajoutée qui consiste à refaire les plans des architectes en prétendant faire mieux que les architectes et en faisant justement du logement sur mesure. Voilà, HABX, votre logement sur mesure. Je vous invite vraiment à aller voir leur site, de voir à quel point leur communication est misérable, mais vachement malin, parce que derrière, il y a quasiment un site dédié à chaque architecte, dont des architectes de renom, qui se retrouvent dans les griffes de ces gens-là. Et c'est extrêmement dangereux et dramatique parce que globalement, on en parlait, on l'a évoqué ce matin, notre mission aujourd'hui, on se demande pourquoi on fait encore appel à nous, parce qu'on signe des permis de construire et qu'on est assuré, c'est pas mal, hein, voilà. Mais tant que, c'est Patrick, c'est son grand dada aussi, tant que la loi sur l'architecture existe, on est encore protégé par ce monopole du permis de construire. Mais les majors font tout pour le dézinguer, ils ont intégré leurs architectes, des grands projets sont dessinés par des services techniques de ville ou redessinés, le musée d'Arles de Siriani, etc. Vous avez entendu parler de ça. Voilà, donc pendant qu'on fait notre petit concile là, entre architectes qui se défoncent la rate tous les jours, il y a des boîtes, des start-up. Allez sur le site d'HABX, ça va vous tomber dessus tous. C'est, quels que soient les projets, ces mecs sont en train de noyauter et de se positionner dramatiquement. Évidemment, ils se font payer pour ça. Évidemment, c'est des honoraires qui rentrent dans le coût global de l'opération. Donc, où est-ce qu'on va les piquer? Chez les architectes, puisqu'ils ne savent pas faire le boulot, qu'on est obligé de refaire leur plan. C'est dramatique, voilà. C'était visqueux, j'avais prévenu. Quelqu'un d'autre? Non, j'aimerais poser peut-être une dernière question sur la manière dont on s'organise quand on est jeune architecte. Il y a plein de collectifs qui émergent à droite et à gauche. Est-ce que c'est une forme, une structure, une organisation qui vous parle et pourquoi elle vous parle? Nous, ça nous parle un peu parce qu'en fait, au tout début, on a créé une association qui s'appelait Atelier LADA, pour Libre Association d'Architectes, sur lequel on répondait à des projets pour des particuliers ou des installations, des choses comme ça. Et très rapidement, on nous a proposé de partir sur des concours avec un architecte au Pays Basque.
Et là, il fallait une structure administrative un peu plus sérieuse. Et donc là, on a voulu monter une SAS. Et dans le collectif LADA, on était 7 ou 8. Et au moment où on a créé la société, on n'était plus que 3. Mais parce que c'est des choix, enfin, c'était pas forcément par crainte de se lancer, etc. Il y a des gens qui sont partis. Clémence était avec nous dans l'ADA. Elle a préféré aller à Sciences Po. Ça se comprend. Voilà. D'autres allaient bosser dans d'autres agences pour avoir plus d'expérience, etc. Donc, mais c'est sûr que le collectif, c'est une manière de se rassurer tous ensemble, en fait. C'est un peu l'effet de meute, c'est-à-dire qu'on part, on se rassure, voilà, on pose beaucoup de questions, on perd beaucoup de temps dans des échanges, etc. Mais c'est très, très productif au final. Par rapport à ce comment faire. Sciences Po, c'est parce que du coup j'ai suivi le cycle d'urbanisme et que en fait, voilà, l'ADA dont parle Roméo, c'était une structure qui s'ouvrait à plusieurs domaines. On travaillait avec Thomas Sandikas, qui est illustrateur, et voilà, moi en fait, moi j'avais envie de me faire un détour par deux domaines, par celui du paysage, de l'urbanisme, et de voir un peu comment on arrive à décloisonner en fait l'architecture, l'urbanisme et le paysage, et de voir comment en fait penser le logement, c'est pas penser un espace fermé, c'est penser l'espace public, c'est voilà, on pensait par exemple toutes ces disciplines, comment elles se complémentent et comment on peut aussi avoir un regard critique sur ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire que quand on a des opérateurs privés qui réalisent des quartiers, en fait on se rend compte que on a tendance à moins penser de l'espace public au logement, mais plutôt l'inverse, c'est qu'en fait l'espace public vient valoriser un logement. Enfin voilà, c'est un peu avoir tous ces perspectives qui peuvent se croiser sur les projets. Et si vous partagez le côté décloisonnement, ou en tout cas pluridisciplinaire maintenant, des projets que vous pouvez engager, on les a vus d'ailleurs à travers ces projets-là, qu'il y a une vraie réflexion qui dépasse le simple geste architectural. Bon, j'ai posé une question impossible pour finir, parce qu'il faut toujours une question de conclusion. Mais si vous aviez un souhait pour le logement de demain, c'est quoi ? Il ressemble à quoi votre logement idéal ? Enfin, il n'y a pas de logement idéal, vous allez me dire, c'est à chaque fois, ça répond à des besoins, il y a des contraintes et tout ça. Mais malgré tout, qu'est-ce qui manque au logement d'aujourd'hui ? Ou peut-être au geste architectural ? Pour nous, il serait réfléchi au sein de l'APA, l'atelier public d'architecture. Surtout, on aurait envie d'y habiter, en fait. Voilà, surtout. C'est une belle conclusion, non ? Ouais. Anna Fizel, prends la parole. Pour moi, je sais pas, c'est une sorte d'épaisseur qui manque. C'est que, je l'ai habité, je l'ai nommé Habitat Poreux parce que je pense qu'il faut une sorte de perméabilité, une sorte de porosité pour les espaces qui permet l'interaction sociale ou l'interaction avec tout ce qui est naturel pour moi. Et c'est pas, comme on voit tous les jours dans les concours, une sorte d'approche où on met la verdure partout et on dit que voilà, c'est écologique, c'est bon, c'est environnemental, c'est durable. La végétalisation. Non, c'est pas ça. C'est totalement absurde pour moi. Pour moi, si on met un arbre, il y a vraiment une épaisseur et l'arbre, il est vivant, il va peut-être casser le mur. Du coup, il faudra que l'architecte en pense avant. Et voilà, pour moi, c'est cette épaisseur de l'architecture qui peut créer des liaisons avec d'autres milieux. Manon et Bérine, j'ai retrouvé les prénoms. Donc je peux vous interroger. Un enjeu de demain, un souhait, un territoire à labourer. Probablement de pouvoir habiter dans le type de logement qu'on va habiter. On parle beaucoup de densification pour lutter contre l'étalement urbain, certes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont envie de leur chez eux individuel, de ne pas vivre les uns sur les autres, et cette envie-là à respecter aussi malgré tout. Alors comment est-ce qu'on peut concilier tout ça ? Ça va être l'enjeu principal, je pense, des prochaines années, mais voilà, c'est mon avis. Moi, je pense que ce serait un habitat qui permet de développer ou du moins favoriser la diversification des modes de vie, qu'on ne vive pas tous de la même manière, avec tous la même cuisine, mais un habitat qui, en tout cas, du coup, qui ne serait pas un habitat, mais qui serait des formes d'habitat qui permettent à tous de vivre comme ils ont envie. Yuko ? Alors pour moi,
ce que ça peut être pour le logement, c'est de casser la notion de pièce. En fait, comme moi je observe le cas au Japon parallèlement que j'habite en France, en fait, la notion de pièce, c'est-à-dire en fait de T3, T4, T5, ça c'est assez difficile à casser en France, je trouve. Mais en fait, je me demande, mais pourquoi chaque enfant a besoin de chaque chambre? Pourquoi il ne peut pas avoir juste un espace pour poser un lit et le reste du temps, il peut rester ensemble? Je pense que c'est le cas pour le privé et public, mais en fait, on est assez figé de cette idée de la notion de pièce. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci et félicitations. Bonne continuation. À bientôt. Donc, on ne va pas faire de longues conclusions. Je crois que la conclusion, c'était ces interviews de nos lauréats. Donc, je vous donne rendez-vous pas rendez-vous, des rendez-vous, c'est-à-dire suivez le travail du syndicat de l'architecture. Nos prochains travaux seront essentiellement orientés sur la commande d'architecture et comment, justement, permettre l'accession à la commande d'architecture à tous ces jeunes architectes, et aux moins jeunes et aux petites agences ou aux grosses agences aussi, mais avoir une commande qui soit intelligente. Voilà, donc à bientôt et aux prochains grands entretiens que nous ne manquerons pas d'organiser. Oui. Oui. Vas-y, non, c'est toi. C'est à moi Donc, je tiens à remercier les gens qui se sont dépensés comme des fous pour arriver à organiser cette journée. Guillemette. Je cherche. Ah oui, non, Virginal. Non, mais c'est la seule qu'on voit parce que c'est la seule tout en blanc au milieu d'un flot d'architectes en noir, donc c'est normal qu'on la repère. Il y a Maëlle. Maëlle qui a eu beaucoup à faire avec les diapos. Gloria aussi. Juliette, Cédric et vous tous. À bientôt. Et vous tous. À bientôt. Et le conseil d'administration quand même du syndicat qui s'est quand même beaucoup énervé sur le sujet, mais qui a bien produit et qui a eu voilà. Et puis les membres du jury. Je vois Rennes et puis Béatrice. Voilà. Merci à tous et à bientôt.